La chose sur laquelle ce soir on voudrait essayer de construire un moyen d'action qui marche, c'est le fait de remonter au pourquoi. Au-delà des constats, etc., de pourquoi, quelles sont les causes de ce qui se passe, et pourquoi la gauche du travail et la droite sociale et l'ensemble des Français sont en divorce complet. Ça, c'est ce que l'on veut faire avec le lobby citoyen. Peut-être que vous avez pu en entendre parler, mais l'idée qu'on a de notre action, que de construire un lobby citoyen face au lobby bancaire, au lobby financier. Et aujourd'hui, à travers les municipales, sur le fait de réunir des élus, des candidats, dans les municipales et au-delà, sur le manifeste que j'espère que vous avez vu, et sinon qui est absolument là. Si vous avez peut-être vu, cet après-midi, il y a Cédric O, le secrétaire aux questions numériques, qui a déclaré qu'ils allaient réguler le numérique comme ils ont régulé la finance. Donc voilà. Ils ont abandonné l'idée d'être un lobby citoyen assez solide. Et donc, pour ceux qui n'ont pas forcément idée de lobby citoyen, la souscription que l'on fait lobby citoyen, matériellement, on veut réunir 100 000 € par mois. Le lobby financier en France, c'est la Fédération bancaire française qui met 100 000 € par mois sur le lobbying vis-à-vis du Parlement, du ministère, du gouvernement, les institutions. Nous, on veut réunir 100 000 € pour avoir des conférences en France. Là, dans 2 jours, il y a Cheminade qui descend sur Figeac en automobile pour rencontrer des élus, parler du manifeste, parler de l'aménagement du territoire, etc. Ça demande des sous. Il y a Benoît qui est ici, là, qui est sur les vidéos. On veut pouvoir multiplier les travaux. Vu qu'il ne peut pas encore se démultiplier, sauf dans les vidéos, hier, en fait, on a fait une intervention à la Défense avec Braqueur de Casa de Papel, la Banque de France sur le dos, pour dire c'est ça le sujet à développer. On a les vidéos, elles sont dans la boîte, mais il n'a pas encore pu les sortir. Il faut qu'on puisse faire de la recherche, qu'on puisse faire des supports pédagogiques, tout ça. Donc ça demande du temps, ça demande des sous, parce que le temps c'est de l'argent, etc. etc. Le lobby bancaire, c'est ceux qu'on a rencontrés en 2013, quand Hollande, après qu'on ait fait campagne pendant 5 ans sur la séparation des banques, parce qu'on ne devait pas renflouer la finance en 2008, et qu'il fallait absolument mettre fin au risque de le faire pour une prochaine. La Fédération bancaire, c'est la seule autre organisation que les députés et sénateurs ont rencontré systématiquement sur ce sujet, à part nous. On a rencontré 200 députés à l'époque, et sénateurs, et ils ont flanché, ils ont, semble-t-il, été plus émus ou subi plus de pression de la part du lobby bancaire que du nôtre, ou, et ça c'est sûrement aussi en grande partie, ils n'ont pas compris l'essentiel des choses. Mais donc le lobby bancaire, c'est celui-là. Depuis la faillite de Hollande et de Moscovici sur la séparation des banques, on a gagné quand même quelque chose, c'est que les grands partis, la France Insoumise, EELV, Debout la France, le Rassemblement National, ont tous dans leur programme la séparation des banques. Donc ils sont peut-être capables de le savoir, peut-être capables de le ressortir s'il faut. En tout cas, à l'heure actuelle, le fait est qu'ils regardent, les dirigeants de ces partis en tout cas, regardent le rapport de force dans les sondages et dans les tripes des gens, et qu'ils ils se départagent l'opinion publique pour en faire un fonds de commerce, donc c'est pas le sujet pour eux. Ils font d'autres choses, ils parlent d'autres choses, mais la séparation des banques et le fait de reprendre la main sur la finance n'est pas pour eux la priorité ou un levier qui leur semble concret pour faire avancer les choses. La chose qu'on voudrait faire démentir, c'est que ceux qui contrôlent les médias contrôlent l'opinion. On pense que l'éducation c'est concret, que c'est le meilleur levier politique, que c'est même c'est ce qui est censé être la politique. Et donc actuellement, présentement, là en 2020, le grand absent dans la politique c'est ça. C'est le fait d'éduquer ses concitoyens, le fait d'éduquer nos gosses. Il y a quand même un gros souci à se faire là-dessus. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui pour les municipales, c'est d'aller éduquer les candidats et les élus locaux. C'est qu'eux aussi en fait sont citoyens. La plupart, il y a 550 000 élus municipaux, conseillers municipaux en France, 550 000. 530 000 bénévoles. C'est des gens qui sont pour la grande majorité, parce que ceux qui sont dans les grandes villes en fait c'est une toute petite minorité,
La grande majorité sont très sincèrement préoccupés par la vie des gens et par le fait de faire le taf. Donc ce qu'on peut leur apporter sur les questions nationales, etc., c'est pas forcément des choses qu'eux-mêmes vont prendre le temps de creuser par eux-mêmes. Ils ont d'autres choses à faire, ils ont plein de choses à faire. En revanche, ils sont extrêmement intéressés par qu'il y ait des gens qui se préoccupent de la vie municipale, sans forcément être candidats. Mais en général, ils sont intéressés à avoir des échos. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire, c'est d'aller rencontrer, là il y a un mois, devant nous, sur ces municipales, il y a encore plein de choses qui se jouent. Les municipales qui arrivent vont préparer en fait un mandat pendant 5 ans où beaucoup de candidats sont préoccupés sur la question des impôts locaux. Il y a des problèmes de moyens qui se font ressentir depuis des années. Il y a la taxe d'habitation qui inquiète pas mal de maires. Et c'est un sujet quand même qui circule beaucoup. Donc on vous propose d'aller rencontrer les élus d'ici, les municipales, et après d'aller rencontrer les élus. À l'heure actuelle, on a réuni 57 signataires des élus locaux, de métropole et d'outre-mer, 6 candidats. Ça paraît pas grand-chose, mais n'oubliez pas que ces mecs-là sont vraiment intelligents et disent c'est important le sujet de la séparation des banques, la Banque nationale, le fait de reprendre le contrôle de la monnaie, et avoir une stratégie d'investissement dans l'aménagement du territoire. C'est un truc qui, vu comment c'est absent, c'est dans l'air, vu comment c'est absent des JT, de BFM, des discussions en général, ces gens-là ont une valeur extrêmement grande. Et il y en a d'autres à chercher, à qui proposer de se prononcer là-dessus. Il y a un site qu'on a fait sur lequel vous trouverez le moyen d'interpeller les candidats et les élus avec un mail, avec un tweet, avec un message par Facebook. On a déjà rempli un message tout simple pour que vous puissiez leur envoyer, leur demander de se prononcer sur le sujet. Il suffit juste d'indiquer en fait le destinataire, mail, Twitter ou Facebook, c'est pareil. La deuxième possibilité, c'est que vous les appeliez ou que vous alliez à la permanence les rencontrer directement, leur proposer de prendre un rendez-vous. On a fait tout un pédagogique avec tout le travail de graphique qu'on a fait avec les vidéos sur la question de qui contrôle la monnaie, qu'est-ce qu'ils en font, comment on a perdu la capacité d'investir dans les années 70, etc. On a fait tout ce travail de support pédagogique qui est disponible sur le site. Il vous faut juste l'imprimer, le mettre sous le bras, aller rencontrer les élus, soit sur le marché, soit en rendez-vous, et leur exposer le sujet. On a pas mal de gens qui le font en fait depuis quelques semaines, et il y a des retours extrêmement intéressants. Des gens qui peuvent, par exemple, un cas qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est actif sur les manifestations sur les retraites, et dans les AG interprofessionnels auxquels il participe, il a pu en fait rencontrer des candidats municipaux, des gilets jaunes, et en fait il y a tout ça qui se brasse et qui est intéressé par le fait d'aller chercher des questions politiques plus élevées. Le dernier mode d'action qui est jouable, il faut un peu avoir d'audace pour le faire, mais c'est le fait d'aller interpeller un candidat sur le fait de savoir s'il va encore accepter un pays sans souveraineté monétaire et sans garantie d'investir dans le territoire, dans les communes, etc., en vous filmant. C'est soit avec un comparse, soit vous-même, mais d'aller le chercher avec le téléphone à la main, le filmer, poser les questions et enregistrer la réponse. On a fait ça pour les européennes, peut-être que vous l'avez vu, en allant, vous allez 20 minutes avant la réunion publique, vous y restez 20 minutes après, vous trouvez un endroit, un moment pour attraper le candidat. L'autre chose qu'on avait fait, c'était à la maison de la radio, c'était de faire le piquet de grue un jour où ils étaient censés passer en revue les candidats, et on essaie de les attraper les uns après les autres. Donc il faut trouver l'endroit, mais c'est amusant, et puis ça leur met un peu la pression comme il faut, ça montre un peu aux gens que les élus, c'est pas des gens qui flottent dans les airs, et ils se trouvent, on peut discuter avec eux, quoi. Pour concrètement la question des municipales qui se présentent, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 3 choses qui concentrent le problème pour les communes aujourd'hui. C'est la perte de moyens, c'est la perte de pouvoir et c'est la perte de sens.
c'est qu'aujourd'hui, à la fois les élus municipaux sont les plus respectés des citoyens, c'est ceux qui connaissent le mieux, et puis souvent c'est les gens les plus investis, visiblement, en tout cas. Et paradoxalement, c'est ceux qui ont affaire au plus grand mépris ou aux plus graves réformes depuis un certain temps. Et donc pour résumer, alors, il y a plein de choses qu'on a écrites sur ces sujets-là, mais si certains ne sont pas forcément habitués à ces questions des communes, la première chose, c'est la perte de pouvoir. C'est comment depuis 2015, donc avec Hollande, et la loi NOTRe, donc qui est la loi pour les nouveaux territoires, a obligé les communes à intégrer des intercommunalités, à intégrer des groupes de communes, et à déléguer toute une série de pouvoirs extrêmement importants, comme la voirie, comme les plans locaux d'urbanisme, donc le fait de décider si oui ou non on veut faire en sorte de préparer un quartier pour des jeunes qui s'y installent avec des gosses, ou si on veut des entreprises, ce type de choses. Enfin, c'est l'idée quand même d'avoir une commune qui a un avenir, par exemple, ou une école, avoir suffisamment d'enfants pour une école. Ça, c'est plus entre les mains des communes, c'est entre les mains des intercommunalités. Donc il faut avoir en tête que c'est le même changement que s'il y a 10 ans, ici, vous aviez des politiques qui se décidaient au niveau des quartiers. Genre vraiment des parterres de maisons, quoi. Vous prenez une dizaine d'immeubles. Le fait que ça passe à Paris. À Paris, on ne se rend pas compte, mais en fait, et dans les grandes villes. Mais en fait, ici, on a la même idée, la même relation entre les politiques de la ville et les politiques nationaux, presque. Et au niveau du territoire, c'est ce type de changement qui a eu lieu, c'est que les petites communes qui pouvaient défendre une autre façon de voir le rapport aux choses que les villes, parce que elles n'ont pas de services publics, qu'elles n'ont pas forcément plein de boutiques, etc. Donc pour attirer des entreprises, elles avaient les leviers pour faire en sorte d'être attractives, ou ce type de choses. Maintenant c'est terminé. C'est au niveau de l'interco, donc une cinquantaine, des fois 80, 100 communes, que ça se décide, et forcément vous avez le baron du coin, ou les 2-3 barons qui se font leur sucre, qui décident de comment ça se passe. Et malheureusement aujourd'hui, de la même manière qu'on a beaucoup de gens qui baissent les bras, mais en fait la majorité des élus locaux c'est pareil. Donc il y a très peu d'élus locaux qui essayent de s'organiser entre eux pour se battre. Il y aurait des élus locaux suffisamment organisés, il pourrait y avoir moyen de contrebalancer les choses. Et donc c'est aussi un peu notre rôle que de pousser à ce que les élus locaux, si vous avez l'occasion d'avoir un pied dans le monde rural, c'est le genre de choses à essayer de constituer dans le monde rural. La deuxième chose, c'est la perte de moyens. D'abord, les territoires abandonnés par l'État et les communes elles-mêmes abandonnées par l'État. Pour vous donner grossièrement quand même une idée de ce qui se passe depuis 30 ans, depuis 1980, il y a un quart des écoles primaires qui a disparu, il y a un tiers des bureaux de poste, il y a 13% des gendarmeries, un tiers des gares et la moitié des maternités. Voilà. Donc voilà, 40 ans. L'amiante, vu qu'on fait de la santé publique quelque chose d'extrêmement important, donc a été interdite dans les constructions depuis 1997. Il reste encore 77% des lycées qui en ont, et 73% des collèges. Pour faire face à la désertification des services publics, et si vous avez l'occasion d'en entendre parler, c'est les maisons de service, de maisons France Service, où ils vont en faire 2000. Et j'ai entendu un type en fait qui m'a fait un bon résumé en fait de la chose. C'est si vous vous demandez en fait quel génie va être capable de répondre aux gens dans le monde rural sur les questions de la CAF, sur les questions de Pôle emploi, l'assurance maladie, la retraite, le gaz, etc. En fait, il y a un génie qui peut faire ça, c'est un ordi. Un ordinateur est capable de répondre. Ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est de proposer des tablettes tactiles, peut-être, mais en tout cas, voilà, un ordinateur pour rendre service au public. Dernière chose sur l'abandon de l'État vis-à-vis des territoires, c'est la question de l'outre-mer. Où pour rapidement donner une idée, il y a 3 fois le chômage que l'on a en métropole, en outre-mer. 50% chez les jeunes,
80% de la population mahoraise, donc de Mayotte, qui vit sous le seuil de pauvreté. 80%. Voilà, 50% des jeunes d'outre-mer qui sont au chômage. Pour ça, s'il y en a qui ont l'occasion de nous voir, il y a un programme qu'on a écrit qui s'appelle Une France archipel, l'inédit créole, qu'on vous conseille vivement. La dernière chose, c'est donc les baisses de dotation, ça c'est extrêmement important, les baisses de dotation en 5 ans entre 2013 et 2018, parce qu'il y a eu la crise et que l'État a décidé de faire face aux trop de dépenses, ont demandé aux collectivités donc, de baisser les voilures. Ils ont baissé d'1 tiers les dotations auprès des collectivités. Et il y a donc la taxe d'habitation. Il faut savoir quand même que la taxe d'habitation, elle va être compensée, mais qu'elle sera compensée par quelque chose de fixe. Donc c'est comme pour le chômage vis-à-vis des départements, c'est qu'ils ont compensé, mais ils n'ont pas augmenté depuis, quoi. Donc les collectivités ont largement de quoi s'inquiéter. Le RSA. Oui, le RSA, oui. Ouais. Et depuis 2018, en fait, ils ont réussi à donner un coup à ce qui est l'autonomie des finances locales. Traditionnellement, les localités sont autonomes, décident par elles-mêmes de ce qu'elles font, de l'argent, etc. Depuis 2018, ils ont réussi à faire que les collectivités qui ont un budget de fonctionnement de plus de 60 millions d'euros, donc communes, intercommunalités, départements, régions, soient contractualisées avec l'État. Et si elles veulent les dotations, il faut qu'elles limitent leurs dépenses, leur augmentation de dépenses à 1,2%. Donc ils ont réussi à faire en sorte que maintenant les collectivités soient contraintes de réduire les budgets, d'avoir cette politique d'austérité. C'est le fil électrique pour empêcher que la vache sorte de l'État. C'est le fil électrique pour éviter que la vache sorte de l'étable. C'est ça. La perte de sens. Ça, c'est peut-être le plus grave. Parce que donc, il y a la surdité de l'État auquel les élus locaux font face. Une anecdote quand même qui est assez importante. Il y a une maire là, qui est super en Côte d'Or, qui était gilet jaune dès le début, quoi. Elle a foutu le gilet jaune sur la mairie et tout. Le préfet de Côte d'Or a expliqué au maire qu'il y avait interdiction à ce qu'il prenne position là-dessus. Donc c'est ça l'État aujourd'hui. Sans parler après du fait que, qu'il y a une surdité administrative et du préfet, etc., qui est constante pour les élus. Mais plus grave que ça, c'est la France qui accepte ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, les élus locaux sont confrontés à un désintérêt, à de l'incivilité, etc. Donc ça, c'est quelque chose... Et il y a le nombre de procès, d'ailleurs. Les procès contre les élus locaux suivent à peu près la même direction que contre les chirurgiens. C'est que voilà, on s'américanise et donc on fout les élus locaux en procès. Donc, pour essayer de conclure, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'élever le débat avec ce manifeste. Il faut vraiment que vous le lisiez, que vous alliez donc rencontrer les élus locaux et les candidats. Nous, de notre côté, on est en train de faire en sorte de garder contact toujours avec les élus locaux qu'on a pu rencontrer lors des présidentielles. C'est des gens qui sont répartis aux 4 coins de la France. Pour vous donner une idée, mais généralement, on en connaît 1 ou 2 par intercommunalité. Donc ils sont tous, en fait, c'est des petits Gaulois qui se bagarrent contre ce qui se passe. Mais ils sont extrêmement ravis de savoir ce qu'on fait à l'échelle nationale. Et donc voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on essaye de faire, c'est de nourrir leur capacité à répondre aux préfets, aux députés qui leur expliquent que de toute façon c'est comme ça, il n'y a pas d'argent magique, etc. Donc faire en sorte qu'ils soient équipés, qu'ils répondent et qu'ils puissent faire avancer le schmilblick. La situation présente, c'est que la fédération bancaire, avec la Banque de France, ont lancé ce qui s'appelle la Money Week. C'est la semaine de l'éducation financière. Donc ils font du lobbying au Parlement et ils font du lobbying dans les écoles. Ils ne font pas un lobbying méchant. Ils vont juste expliquer ce que c'est que gérer son budget. C'est gentil, c'est pas méchant. Il y a la Banque de France donc, qui fait le passeport d'éducation financière. C'est 2 heures, un quiz et après un petit diplôme. La Fédération bancaire française, elle, ça fait la 6e année donc elle fait ça. Elle s'appelle « J'invite un banquier dans ma classe ». Et vous allez sur le site, les enfants sont très contents.
Donc c'est les SAM1, SAM2, etc. Donc je vous dis ça parce que là c'est ce que Karel va développer, c'est le fait que l'argent on s'en fout un petit peu. La question c'est ce qu'on en fait. Et ça, je pense pas que ce soit dans cette question de comment gérer son portefeuille quand on a 10 ans, quoi. Donc voilà, je vous rappelle vraiment la souscription. On cherche 10 000 personnes qui puissent faire 10 € par mois, pas seulement parmi vous. Hein. Je dirais, ce qu'il faut, c'est qu'aussi que vous en trouviez, que vous nous aidiez à en trouver des gens qui nous donnent les moyens de faire ce qu'il faut. Et donc le manifeste, pendant les municipales, il reste 1 mois, et après, il y a plein de choses. Bon, ce soir, je ne vais pas refaire tout l'historique de l'aménagement du territoire comme on l'a fait au moment de l'Assemblée générale. Cependant, il faut quand même appeler quelques principes de base. La première question, c'est que souvent, dans la tête de nos concitoyens, le développement, c'est égal augmentation du PIB, c'est-à-dire augmenter le chiffre. Le PIB, dont le calcul est absolument contestable, puisque ça ajoute des choses sans préciser leur contenu. Maintenant, donc, la France doit inclure la prostitution et la drogue, par exemple, dans le chiffre du PIB. C'est obligatoire pour la Commission européenne. Donc, peut-être M. Griveaux entre dans le chiffre du PIB bientôt. Donc, ce qu'on oublie, et j'appelle ça le déni du peuple, c'est dire que nous vivons en France. Il y a un pays, il y a 70 millions de personnes, il y a un territoire, et le développement, c'est pas que augmenter le chiffre, c'est développer ce territoire. C'est le développement d'un territoire avec les gens qui y habitent, la spécificité, en tenant compte des possibilités des différents territoires, qui peuvent varier, bien sûr. Et donc, avec cela vient l'importance des infrastructures humaines, l'éducation, la santé, la culture, et les infrastructures physiques, c'est-à-dire le transport, l'énergie, l'eau. L'ensemble de ces infrastructures humaines et physiques permettant d'augmenter donc la productivité par habitant, par unité de surface donnée. Et là, donc, nous sommes en plein de la vision de l'économiste américain Lyndon LaRouche, quand il parle de la densité et le potentiel relatif de densité de peuplement. C'est évidemment en fonction d'un territoire et en fonction de ce qu'il appelle une plateforme infrastructurelle. Parce qu'une infrastructure, ce n'est pas juste une somme d'objets ou d'outils mécaniques, c'est un ensemble qui permet d'augmenter le potentiel de l'ensemble de la chose. Donc c'est quelque chose de collectif. Voilà, donc ça c'est d'où l'importance. Alors ce soir, je vais surtout vous parler de transport, parce que c'est un énorme problème par rapport à nos territoires. C'est le désenclavement. Mais c'est donc un instrument important, principal, dans ces questions des infrastructures. Alors, les défis à relever, généralement, pour avancer, le mieux, c'est de commencer par faire la liste de toutes les erreurs et les bêtises qu'on a fait, et de regarder quels sont les défis qui restent à relever. Les défis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça reste les mêmes. D'abord, la prépondérance de Paris, qui aujourd'hui concentre... Île-de-France, c'est 12 millions de personnes. Île-de-France, c'est plus de 30% de l'emploi en France. Donc, hyper-concentration. Ensuite, une France qui était occupée en deux entre le monde industriel et agricole, qui le reste encore pas mal, suite à une désindustrialisation. Et ensuite, carrément, la fameuse diagonale du vide, qui va des Ardennes jusqu'à Perpignan, c'est-à-dire vous avez toute une bande de régions à faible densité de peuplement, où il y a moins de 30 habitants au kilomètre carré, et où, évidemment, il n'y a pas beaucoup de productivité pour tous ces facteurs. Le résultat de tout cela, c'est qu'on n'est plus dans l'aménagement, mais dans le déménagement du territoire. Et on constate donc le démantèlement des services publics, les déserts médicaux, les déserts numériques, et tout le reste. Alors c'est assez bien décrit par un urbaniste qui s'appelle Spicicino, qui est un urbaniste
qui a fait un papier en 2017 où il dit pendant les 30 Glorieuses, il y avait une logique basée sur le modèle de planification rationnelle, joignant science, action et prévision. Ce fut la période où l'État, via son bras armé, la DATAR, qui était donc la direction de l'aménagement du territoire et des régions, et ses prolongements, les organismes d'études et d'aménagement d'aires métropolitaines, donc dans tous les coins de France, il lançait une politique de rééquilibrage territorial via de grandes infrastructures et une politique industrielle volontariste. Ce fut aussi l'époque des villes nouvelles, autour de Lyon et de Paris, mais aussi celle de réseaux de villes et de contrats de villes moyennes. Il y avait une cohérence entre une logique institutionnelle, une politique économique et un logiciel d'aménagement décliné sur le territoire national. Donc tout cela s'est passé aujourd'hui donc à la trappe. Et il le décrit, il dit voilà, on a un mouvement de balancier, la décentralisation et la montée en régime de la mondialisation, notamment les délocalisations, se sont accompagnées d'une critique virulente de l'urbanisme fonctionnaliste, qui fait que, avec le néolibéralisme triomphant, le poids des logiques européennes et la financiarisation croissante des modes de production de l'aménagement, on est passé au culte des mots-clés que sont compétitivité, attractivité, gouvernance. Le contexte de concurrence entre territoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas aménager les territoires, on veut mettre tous les territoires en compétition, en concurrence sauvage, les uns contre les autres, et que le meilleur gagne, et que les canards boiteux finissent en magret. Le contexte de concurrence entre territoires à toutes les échelles a conduit à privilégier les fonctions économiques et à chercher à organiser l'architecture territoriale autour du couple région-métropole. Donc c'est exactement ce que Rémi vient d'évoquer, c'est-à-dire les communes. Donc il y a Europe, région et les métropoles. C'est la fin de la protection des villes petites et moyennes, l'accélération de la marchandisation, la privatisation de l'espace public. Il y a qu'à voir les hypermarchés autour de toutes les villes petites et moyennes. La consommation des espaces ruraux périurbains, l'explosion du commerce francisé, avec comme conséquence la croissance des inégalités sociales et territoriales et des processus ségrégatifs, c'est-à-dire le fameux fossé, comment il s'appelle, le gouffre entre le haut et le bas. Alors, quand je parle des échecs, donc là j'en ai pris 3 ou 4 je crois. Premier échec, donc quand on a créé la DATAR, quand De Gaulle a créé la DATAR, pour arrêter la concentration sur le tout Paris, on a décidé de créer des métropoles d'équilibre. Alors, métropole, ça ne veut pas dire seulement une ville à l'époque, ça pouvait être très bien Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, qui était une métropole. Alors, ça a marché à moitié. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pense? Pourquoi ça n'a pas marché totalement? Ça s'est arrêté à ça. Ça s'est arrêté à ça. Oui, c'est-à-dire que là on est en 64. En quelle année est apparu le TGV? Comment? 81. Donc ça fait quasiment 20 ans plus tard. Il y a que ces métropoles, bah, c'est bien. Mais une commune ou une ville, c'est un organisme vivant, c'est comme une cellule vivante d'un corps, d'un tout. Donc si cette cellule se développe, mais si elle ne peut pas communiquer avec le reste du monde, elle est limitée. Donc comment? Il n'y a pas que le TGV pour communiquer. Oui, oui. Oui, il y a les avions aussi. Et les bateaux. On fait avec ce qu'on a. Bon, deuxième, next. Alors, la question c'est que là j'ai mis 2 choses ensemble. C'est que le premier, donc, c'est ce qu'on appelle l'étoile Le Grand. C'est le fait que depuis le 19e siècle, quasiment toutes les lignes de chemin de fer dont vous parlez, en fait, se font non pas entre Lyon et Bordeaux,
mais entre Lyon et Paris, et Bordeaux et Paris. C'est-à-dire que c'est une étoile. Hein. Et donc, dans le temps, la deuxième, c'est en 2018. C'est une photo des embouteillages. Et ce que vous voyez, c'est un anneau. C'est-à-dire que pour compléter l'étoile Le Grand, en fait, on a fait, par exemple, les autoroutes des estuaires sur l'Atlantique. Vous voyez, on a fait un grand anneau qui... Donc vous pouvez faire une partie en voiture, une partie en train. D'accord? Mais quel est le problème? Ça reste trop long. Ça reste trop long, oui. C'est-à-dire que ceux qui sont proches de la mer, c'est pas trop mal. Ils ont ou un train ou une autoroute. Ceux qui sont à Paris, ça va. Mais ceux qui sont trop loin de la mer et trop loin de Paris, ils ont un parking sur l'autoroute, au mieux. D'accord? Mon troisième exemple. Les villes nouvelles, à partir de 72, lancent les villes nouvelles. Ouais, les lignes vertes, c'est les lignes RER aujourd'hui. Pour aller de Paris à Cergy-Pontoise, il faut 1 heure. Ce qui était prévu à l'époque, grâce à une technologie dont vous parlez qui s'appelle l'aérotrain, c'est un train sans roues mais sur des coussins d'air. On avait prévu de mettre le siège de l'Agence spatiale européenne à Cergy-Pontoise et de mettre Cergy-Pontoise à 10 minutes de la Défense. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu en partie des villes dortoirs, parce qu'on a fait des villes, mais on a oublié, une fois de plus, d'avoir les transports rapides pour les connecter déjà avec Paris et surtout entre elles. Donc là, vous avez l'ingénieur Jean Bertrand, qui est reçu par Pompidou à l'Élysée, et qui présente sa maquette d'un machin qui n'existait pas encore. Donc on ne pouvait absolument pas savoir si c'était rentable ou pas. Qui était l'aérotrain. Donc je ne vais pas vous développer l'ensemble technique de la chose. Il faut juste savoir en prochain. Jean Bertin avait une très bonne idée de l'aménagement du territoire. Et je prends toujours cette citation. Il dit « Il va de soi que lorsque nous citons une ville, nous entendons départ et arrivée au cœur de celle-ci. » Il parle des lignes à construire. Ce n'est pas une ligne qui va commencer à Beauvais, ce n'est pas Ryanair. Nous n'entendons pas concurrencer les lignes aériennes, mais bien au contraire les compléter. Par exemple, au lieu de perdre 1 heure pour aller à Orly, et souvent plus pour aller au Bourget, parce que Roissy n'existe pas encore, le voyageur il serait rendu dans le quart du temps. Au lieu d'1 heure, dans 15 minutes. De toute façon, dit Jean Bertin, il s'agirait d'un véritable desserrement des zones urbaines, les travailleurs pouvant... Déjà, ça existe dans sa tête, les travailleurs. Les travailleurs pouvant, en un temps donné, parcourir 2 à 5 fois plus de trajets qu'avec les moyens conventionnels. Parce que là, l'aérotrain, il faisait du 400 à l'heure. En 1968, les premiers prototypes sur le I-80 dit Orléans, on a validé les 422 km à l'heure. Donc, les travailleurs pouvant en un temps donné parcourir 2 à 5 fois plus de trajets qu'avec les moyens conventionnels, il s'ensuivrait qu'ils pourraient utiliser des aires de résidence 4 à 25 fois plus étendues. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez habiter à Reims et aller à Paris très rapidement, ou au Havre. Paris ou en Havre. D'accord ? Donc là, c'est vraiment le concept larochiste d'augmentation de la productivité, de la capacité donc d'opérer dans un espace beaucoup plus grand, d'avoir des zones d'habitation pas du tout entassées dans des cages à lapins
mais dans des villes bien aménagées, mais accessibles dans des temps raisonnables. Parce qu'une fois que vous voyagez plus de 3 ou 4 heures par jour, votre productivité, ça ne marche plus tellement. Bon, next. Alors, à cela s'ajoute que la voie de l'arrêt au train, c'est une voie qui quasiment est une voie à zéro dépense de maintenance. Vous savez, le TGV, il faut en permanence refaire les talus pour avoir le TGV. Dans la mesure que vous avez un train Cossander qui ne touche pas la voie et qui est une simple voie en béton, en fait, c'est quelque chose qui, une fois que c'est construit, la maintenance est quasiment zéro. En plus, l'emprise au sol est très faible, qui fait que, par exemple, vous le mettre au bord des autoroutes, vous n'avez pas besoin d'expulser plein de gens, exproprier des terres pour pouvoir faire ces lignes. Ce qui fait que le coût en euros au kilomètre de l'infrastructure fixe, vous voyez, totalement à gauche, là, on est entre 5 et 10 millions, c'est en millions d'euros donc au kilomètre. Là, donc, on est entre 6 et 12. C'est moins cher que le bus, c'est moins cher que le tram, c'est moins cher que le TGV qui est à 20 à 25 millions de kilomètres. Une autoroute est à 15 à 20 millions de kilomètres. C'est moins cher que les métros, bien sûr. Et c'est moins cher que les systèmes alternatifs comme la lévitation magnétique ou le Hyperloop de Elon Musk dont la presse parle beaucoup, mais dont en fait personne ne sait jamais encore sur quel principe ça va être basé. Alors, passons. Alors, à l'époque de Bertin, donc Bertin avait en partie des capitaux propres. Les prototypes ont été construits d'ailleurs par Ratier à Figeac. Non, c'était construit en région parisienne, mais c'est d'entreprise. Donc c'est un avionneur, puisque c'était quasiment un avion qui volait à très basse altitude sur un rail. Et ça a été financé donc par la DATAR, qui a un fonds. La DATAR avait un fonds qui s'appelle le FIAT, le Fonds d'intervention de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, ce n'est pas le ministère du Transport, ce n'est pas le ministère de l'Industrie, ce n'est pas le ministère de la Recherche. C'est des gens qui disaient, nous, on veut aménager le territoire. Donc, ce que fait Bertin, ça nous intéresse. On lui construit une voie d'essai, que vous voyez toujours à côté de la route nationale 20, quand vous allez à Orléans. Il y a 18 km de pylônes en béton, qui te construit en grande partie avec le financement donc de la DATAR par le Fonds d'intervention et d'aménagement du territoire, qui lui-même, en fait, recevait de l'argent du Trésor, qui avait le feu vert de la Banque de France. C'est des avances de la Banque de France au Trésor qui permettaient donc, c'était un compte, il y avait une équipe, une mission et un compte avec un budget pour pouvoir vraiment être opérationnel. Avec la DATAR, vous devez savoir que c'était complètement transversal, c'est-à-dire qu'il y avait des gens dans tous les ministères qui, en fait, devaient exécuter la DATAR dépendait du Premier ministre. Donc le gouvernement faisait un truc bizarre, il gouvernait. Oui, on a beaucoup du mal à se rappeler ce que ça veut dire. Mais donc il y avait vraiment un État stratège qui avait des moyens, et qui avait des moyens institutionnels pour imposer ses choix. Prochain. Donc ça a été pas mal saboté en France. On va y revenir, mais Bertin a pu, y compris, donc, construire sous licence Bertin. Donc là, vous avez, c'était le dernier, ça c'est en 1974, donc juste avant la fin, aux États-Unis par Rohr Industries, qui est un producteur d'armement. Mais à l'époque de Kennedy, il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures, il n'y a pas beaucoup de routes, donc tout à coup, il y a un intérêt d'imaginer des modernisations des transports en public. Et donc ça, c'est sur les terrains d'essai du ministère du Transport aux États-Unis. Ils ont testé donc un aérotrain construit aux États-Unis sous licence Bertin, donc avec un moteur électrique linéaire. Là, on n'est plus dans les hélices. Là. C'est un moteur qui interagit avec un rail passif par des champs électromagnétiques pour avancer, alors que la lévitation se fait par Cossander. Alors en Europe, à ce moment-là, il y a l'aménagement donc en France, mais il y a même au niveau européen. Parce que c'est le moment donc, où il y a beaucoup de débats pour faire l'Europe.
Et donc il y a des gens qui voient apparaître en Allemagne le train à lévitation magnétique et le train à coussin d'air en France. Et ils disent, on va faire une Europe polycentrique. Parce qu'il faut quand même voir, on est à Bruxelles, on a Luxembourg, il y a la Cour de justice, on a Genève, il y a l'OMS, il y a, en plus on a Strasbourg, il y a le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, etc. Pour les parlementaires à l'époque, pour aller de l'un à l'autre, ils passaient leur vie dans les trains, au mieux. Donc il y a des gens qui disaient, voilà, on va construire une ligne de 800 km qui va aller de Bruxelles au Luxembourg, de Luxembourg à Metz, Nancy, Strasbourg, et ensuite Berne, la Suisse, jusqu'à Genève. Voilà. Et on va faire ça en coussin d'air, à l'arrière-train. On va faire une ligne, on va faire l'aménagement du territoire, mais à l'échelle de l'Europe. D'accord ? Et il y a toute une bagarre à ce moment-là, donc au Parlement européen, dans toutes les institutions, pour ça. Donc il y a même une résolution donc, qui a été votée au Conseil de l'Europe à l'unanimité, adoptée donc, pour ce projet. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Prochain. C'est un monsieur très sympathique, mais très ambitieux. Il y a des gens qui ont dit il faut faire l'Europe. Donc, c'est pas possible. Si les Allemands font un truc à lévitation magnétique, les Français à coussin d'air, et les Belges avec le train normal, et les Anglais avec un overtrain, machin, c'est le foutoir. Donc, si on veut... Alors, Louis Armand, autant que Mitterrand d'ailleurs, ce qu'il voulait, c'est faire le tunnel sous la Manche. Et il croyait stupidement, et à tort, qu'on ne pouvait pas faire marcher un aérotrain dans le tunnel sous la Manche. Donc, au lieu de l'unité de l'Europe, on a imposé l'uniformisation. C'est-à-dire, les Anglais ont saboté, abandonné leur overtrain, qui était fait par un type assez génial, Eric Lightweight, qui est un inventeur génial anglais. On a demandé aux Allemands d'abandonner le Transrapide et aux Français, donc, d'abandonner l'aérotrain pour dire, voilà, Europe, on va uniformiser tout ça, on est tous unis et on va faire un système unique pour faire avancer l'Europe. Et on a promis plein de choses. Alors, j'ai ici, donc, il y a un récit assez drôle fait par Bernard Soulages, qui à l'époque était conseiller régional socialiste de Rhône-Alpes, qui raconte, qui était très renseigné donc, à l'époque. Il dit, un jour, le général de Gaulle, le président Charles de Gaulle, convoque Louis Armand, le patron de la SNCF, et lui dit, vous savez que l'ingénieur Bertin a conçu une invention formidable avec son aérotrain. Donc Louis Armand, donc très impressionné, il rentre à la SNCF et il dit à ses équipes, citation, les gars, il y a un type là qui a lancé un truc fou, un train sur coussin d'air qui avance à plus de 300 km à l'heure. Il faut qu'on trouve quelque chose, car si ça aboutit, la SNCF est morte. Alors les équipes ont répondu, vous savez, on a un truc très simple en préparation. Ça consiste à faire aller les trains très vite, mais sur les rails. C'est le TGV. Et donc, et ça va être d'abord le turbotrain, parce que le premier TGV, c'était pas électrique, hein, c'était un turbotrain. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les ambitions passent devant l'intérêt général ou une vision dans le temps. Prochain. Alors aujourd'hui, on est un peu dans le même problème. Donc si on parle de l'aménagement du territoire aujourd'hui, si on oublie les lignes TGV, ce qui reste, c'est les TER, ce qui dessert le reste du pays. Alors, c'est le transport express régional. C'est 1 million d'usagers par jour. C'est 240 lignes d'autocars, 260 lignes ferroviaires, 7000 trains qui roulent par jour. Et là-dessus, vous en avez 608
qui sont des TER qui marchent au diesel, et vous en avez 440 qui sont en bimode, c'est-à-dire qui sont du diesel et électrique. C'est-à-dire que dans les zones, il faut savoir que 50% des réseaux français n'est pas électrifié. Donc quand ils sont dans des lignes, dans des passages où il n'y a pas d'électrification, bah, ils marchent au diesel. Alors c'est souvent d'ailleurs en ville, c'est pas électrifié. Donc c'est là qu'ils vont polluer. Alors quand ils ont des caténaires, ils vont se connecter. Next, prochain. Bon, ça c'est les cours des comptes. On va passer. La Cour des comptes dit que c'est pas rentable les TER parce que le taux de remplissage est de moins de 25%. Donc c'est une vision totalement comptable. Je passe. Alors la SNCF donc a prévu qu'on va sortir du diesel d'ici 2035. Alors qu'en fait, en France, donc, on a une très belle société qui s'appelle Alstom, qui produit déjà des trains à l'hydrogène qu'on fait marcher donc, en Bavière et dans la Basse-Saxe. Parce que les Allemands sont en train de sortir du nucléaire et ils ont également la moitié de leur réseau qui n'est pas électrifié. Donc ils disent on va brûler des étapes et passer directement à l'hydrogène. Et Alstom produit ces trains pour l'Allemagne. Mais pour la France, non. Pour la France, on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que il faut voir qu'on a investi. Donc, les TER diesel qu'on a, bah, ils sont récents. Ils ont été mis en service en 1997 et en 2011. Leur renouvellement par les autorités organisatrices, c'est-à-dire les régions, c'est ça les autorités organisatrices, n'est donc prévu qu'en 2028 2040. Et qu'on a investi dans quelque chose, et voilà, il faut rentabiliser le truc. Donc on va pas passer tout de suite à l'hydrogène, il faut pas rêver. Prochain. Alors le problème, c'est qu'en 2016, donc, il y a une nouvelle société de jeunes entrepreneurs, une start-up, dirigée par Émeric Glaise, qui a lancé le projet Space Train. Près d'Orléans, ils sont en train de redévelopper l'aérotrain de Bertin, avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Prochain. Mais évidemment, ça emmerde le planning. Ça fout la merde. C'est pas bien. Mais par exemple, là, ils font leurs calculs. Donc, Le Havre, Rouen, Paris, ce qu'on appelle Aropa, donc à 600 km/h en 17 minutes. Donc, on n'est pas dans la science-fiction. On est dans un potentiel fantastique. Prochain. Donc, pour conclure, ça, c'est donc une carte que Yannick et moi, on a élaborée bien avant les Gilets jaunes. On a essayé d'imaginer des axes pour, disons, combler le trou de ce manque d'aménagement du territoire. Et donc, alors on a défini deux axes. Un axe des deux mers qui va de Calais, Dunkerque jusqu'à Sète, on dirait. Donc ça relie les deux mers. Évidemment, ça fait aussi Paris-Lyon, mais par Orléans, parce qu'aujourd'hui, le TGV Paris-Lyon, il est complètement saturé. Et si on ne fait pas d'alternative, ils vont doubler la ligne TGV Paris-Lyon. C'est prévu aujourd'hui. Mais on peut faire avec cette technologie-là. Et ensuite, pourquoi pas... parce qu'aujourd'hui, par exemple, Bordeaux-Toulouse, on attend toujours. Et ensuite, donc, on a imaginé une boucle de désenclavement qui relie donc toutes ces villes que je vous ai montrées au début, qui sont à l'intérieur, qui sont soit trop loin de Paris pour profiter de Paris, ou soit trop loin des côtes pour profiter du développement des côtes. Et donc on peut... Bon, c'est juste des pistes, c'est des pistes de réflexion, c'est pas un truc fini. Et la ligne jaune, c'est la fameuse zone, la région, le fameux Europol, pour étendre donc notre aménagement, qui passe aussi par l'aménagement donc à l'échelle européenne, et pas seulement au niveau français. Karen, tu peux la montrer, on la voit pas d'ici. La zone, tu peux la montrer sur l'Europol, parce qu'on la voit pas d'ici. Nous, on était partis déjà sur Nantes-Rennes. Quand on avait travaillé en la Bretagne, on avait prévu une boucle pour relier toutes les villes donc de la Bretagne entre elles, déjà. On a à peu près un quart d'heure entre chaque ville. Mais donc Nantes-Rennes, ça allait là-dedans.
Parce que nous, on était contre Notre-Dame-des-Landes, parce qu'on disait, si on fait un transport rapide entre Nantes et Rennes, on n'a pas besoin de Notre-Dame-des-Landes. On peut développer très bien Nantes, et permettre les gens d'aller rapidement à Nantes. Mais elle fait donc ici, elle fait Nantes, Rennes, Caen, ensuite Rouen, Amiens, et ensuite on est à Reims, et là c'est Dijon, c'est Genève, ça oui, Genève, Lyon, et ici on passe par Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers, Nantes. Donc ça c'est la boucle de désenclavement. Donc ça c'est le fameux Europol dont je vous ai parlé, et ça c'est la bleue, vous l'avez vu. Bon, c'est juste, c'est pas un projet final, mais je voulais juste vous donner un exemple d'une approche à avoir, de comment, parce que disons, on peut dire tant que c'est pas rentable, on fait rien. Évidemment, là, on crée des emplois, on va attirer des populations, mais aussi là où il y a des populations, il y a des besoins d'infrastructures. Donc c'est ce cercle vertueux, mais avant tout, évidemment, il faut avoir une vraie offensive de réindustrialisation, d'implantation des activités mieux réparties sur l'ensemble du territoire. Et autour de ça, évidemment, repenser les villes et les transports et tout le reste. Je conclus là. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à tout ça, c'est l'occasion.